Salut à tous, ici Mystère décrypté. Aujourd'hui, je vous résume une série dramatique pleine de suspense intitulée Train suspendu. Attention, spoiler en approche, alors soyez vigilants si vous n'avez pas encore vu la série. L'histoire commence à Tokyo, un matin tout à fait banal. Les habitants s'affairent à leurs occupations quotidiennes. Parmi eux, un coiffeur nommé Naoki Takuma s'apprête à monter à bord d'un train, tout en se demandant s'il doit ou non revoir une certaine personne. Pendant ce temps, Mina Awayama, professeure de sport dans un lycée, attend elle aussi son train sur le quai. Elle est troublée en apercevant Toru Mikami, un homme qu'elle admire secrètement depuis longtemps. Mais à sa grande déception, Toru ne semble pas la reconnaître. Lui aussi attend le même train. Lorsque le train arrive enfin, les trois montent à bord en même temps que plusieurs autres passagers. Chacun est plongé dans ses pensées, organisant mentalement le déroulement de sa journée. Mais soudain, une alerte sismique retentit. Le chaos éclate alors que certains passagers et objets disparaissent mystérieusement. Le train entre ensuite à toute vitesse dans un tunnel, suivi d'un bruit sourd et violent qui secoue tout le wagon. Les passagers perdent l'équilibre et s'effondrent au sol. Plus tard, le train s'arrête enfin. Les voyageurs se relèvent prudemment et, en sortant, découvrent avec stupeur qu'ils ne se trouvent plus à Tokyo, mais en pleine forêt inconnue. Pris de panique, ils essaient de passer des appels d'urgence, mais aucun réseau n'est disponible. Toru Mikami révèle alors qu'il est pompier et tente de calmer les passagers. Il s'assure que personne n'est blessé, en allant voir chaque personne individuellement. Pendant ce temps, à la gare d'origine, les autorités découvrent qu'un des wagons du train a tout bonnement disparu. Aucun indice, aucune trace. Comment un wagon entier aurait-il pu s'évaporer? Le séisme? Non, ça n'a aucun sens. De retour dans la forêt, Toru décide d'explorer le tunnel pour chercher de l'aide. Mina et Naoki se portent volontaires pour l'accompagner. Les trois traversent alors le tunnel jusqu'à son extrémité, mais ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. Aucun bâtiment, aucune ville, juste un désert à perte de vue et des montagnes au loin. De retour auprès des autres passagers, ils racontent ce qu'ils ont vu, semant encore plus d'inquiétude dans le groupe. Beaucoup commencent à croire qu'ils ont été transportés dans un autre monde. Toru essaie alors de rassembler tout le monde pour dresser une liste des passagers. Tous les 46 voyageurs acceptent de donner leur nom, sauf Naoki, qui refuse de se présenter. De son côté, Mina se rappelle avoir vu Toru pour la première fois lors d'une session de formation aux gestes de premier secours au sein de son lycée. C'est à ce moment qu'elle a commencé à ressentir quelque chose pour lui. Un peu plus tard, une jeune fille du groupe, Yuki, trouve un vieux journal parlant d'un suspect de meurtre aperçu dans les environs du train. Affamée, elle fouille dans le sac posé à côté d'elle en espérant y trouver de la nourriture. Le sac appartient à Naoki, mais elle n'y découvre qu'une paire de ciseaux et une lettre. Alors que la tension monte, Yuki repose discrètement les objets dans le sac de Naoki puis vole furtivement de la nourriture dans un autre sac. Elle dévore presque tout le contenu avant de refiler le sac vide à Naoki comme si de rien n'était. Un peu plus tard, les passagers commencent à ressentir la faim. Mina fouille dans son sac pour partager ses provisions, mais elle découvre avec horreur qu'on les lui a déjà dérobées. En colère, elle exige de savoir qui est le voleur. C'est alors que Naoki est vu avec un sac plastique rempli, et Yuki n'hésite pas une seconde à l'accuser. Pire encore, elle dévoile à tout le monde qu'elle a trouvé une lettre provenant d'une prison et une paire de ciseaux dans le sac de Naoki, laissant entendre qu'il pourrait être dangereux. Naoki nie tout en bloc, mais la foule est prise de panique et commence à se méfier de lui. Déçu, isolé, il décide de s'éloigner seul pour tenter de retrouver son chemin. Entre-temps, les passagers sortent le peu de nourriture qui leur reste pour la répartir équitablement. Un influenceur parmi eux, Hiro, filme les événements. En consultant ses anciennes vidéos, il tombe sur des images où l'on voit clairement Yuki voler un sac de nourriture. Il montre immédiatement la preuve aux autres. Le groupe est sous le choc. Naoki était innocent. Malgré cela, Yuki ne semble pas se sentir coupable. Elle affirme n'avoir rien inventé à propos du passé trouble de Naoki. Mina et Toru sont furieux et la réprimandent avant de partir à la recherche de Naoki pour s'excuser. Pendant ce temps, Naoki marche sans but jusqu'à un ravin. En essayant de scruter l'horizon, le sol se dérobe sous ses pieds. Il parvient de justesse à s'accrocher à une racine. Alors qu'il est sur le point de tomber, Mina et Toru arrivent à temps et, unissant leurs forces, réussissent à le tirer de là. Une fois sauvés, Mina et Toru s'excusent de ne pas lui avoir fait confiance. Naoki leur répond sèchement qu'il s'en fiche. Il ne les considère pas comme des amis. Le lendemain, la situation devient critique. Aucun secours à l'horizon. Certains décident d'explorer la forêt à la recherche d'une issue. En soirée, un lycéen révèle qu'il a trouvé une boîte de conserve portant une date de fabrication de 2026.
Une vieille dame, Madame Sora, affirme aussi avoir aperçu une tour qui ne devait être achevée qu'en 2026. Enfin, un botaniste nommé Dr Yuto Kame affirme avoir découvert une plante censée n'exister que dans 30 ans. Tous ces éléments mènent à une conclusion déroutante. Le train aurait été projeté 30 ans dans le futur, dans un monde post-apocalyptique. Peu après, un homme blessé arrive au campement et raconte qu'il avait trouvé un chariot rempli de boissons, mais que quelqu'un lui a volé avant qu'il puisse revenir avec tous pointe aussitôt du doigt Yuki. Mais elle nie cette fois en bloc. Malgré cela, une chose est sûre, le voleur est parmi eux et la tension monte. Toru tente de calmer la situation en installant une bâche pour récupérer l'eau de pluie. Malheureusement, la pluie ne vient pas et le désespoir grandit. Au petit matin, le conducteur du train surprend Madame Sora avec une bouteille d'eau. Il comprend immédiatement qu'elle est la voleuse du chariot. Lorsqu'il la confronte, elle ne nie rien et propose même un marché, de l'argent contre la localisation de la réserve d'eau. Naoki, hors de lui, l'empoigne et la menace. Effrayée, Madame Sora cède et guide le groupe jusqu'à la cachette. Chaque personne reçoit une bouteille d'eau. C'est une petite victoire, mais il sait que ce ne sera pas suffisant à long terme. Le lendemain, un groupe restreint part en quête d'un point d'eau. En chemin, ils aperçoivent des grenouilles et un sol humide, un bon signe. Ils sont sur la bonne voie. Alors qu'ils poursuivent leur exploration, Toru attache une corde de sécurité autour de sa taille et commence à escalader une falaise pendant que les autres restent en bas. Après un moment, il tombe sur un ruisseau d'eau douce, une découverte capitale. Il redescend prudemment pour informer le groupe. Mais avant de faire demi-tour, il avance un peu plus et reste sans voix. Devant lui s'étend une immense mer, et au loin se dresse le mont Fuji. Sauf que ce n'est pas le mont Fuji qu'ils connaissent. Aucun signe de ville, de route ou de structures humaines. Tout a disparu. De retour au train, Toru montre aux autres la photo qu'il a prise. Les visages se figent, leur pire hypothèse confirme. Ils ont bel et bien été projetés dans un avenir lointain. Chacun commence alors à enregistrer des messages poignants sur son téléphone, des adieux à leur famille au cas où ils ne reviendraient jamais. De son côté, Mina s'approche de Naoki et une discussion sincère débute entre eux. Il finit par lui raconter son passé, comment il a tout sacrifié pour élever son petit frère Tetsuya après que leurs parents les ont abandonnés. À eux deux, ils ont survécu jusqu'à ce que Tetsuya tombe dans la délinquance. Il a été arrêté et placé en centre de détention pour mineurs. Depuis 2 ans, Naoki n'a plus eu de ses nouvelles. Il révèle alors que la lettre retrouvée dans son sac venait de Tetsuya, qui devait sortir le jour même de l'accident. Touché, Mina tente de l'encourager à enregistrer un message pour son frère, mais Naoki refuse. Et quand son téléphone meurt, il la traite gentiment d'étourdie, mais son regard trahit autre chose, des sentiments naissants. Pendant ce temps, dans le monde réel, les familles des disparus se rassemblent à la gare, exigeant des réponses. Parmi eux, Tetsuya est bien là. Il se rend même dans le salon de coiffure de son frère et découvre des fleurs déposées en mémoire de Naoki. Cela le met en rage. Il explose. « Mon frère n'est pas mort. » Retour dans la forêt. Madame Sora croit apercevoir une silhouette étrange parmi les arbres. Intriguée, elle se lance à sa poursuite, puis revient en courant, affolée, et vole les outils de coiffure de Naoki pour continuer son investigation. Ce dernier est furieux de la perte de ses précieux ciseaux. La vieille dame raconte qu'elle a vu quelqu'un portant une casquette qui ne faisait pas partie de leur groupe. Mais Naoki reste sceptique. Est-ce une hallucination? Ou bien, ne sont-ils vraiment pas seuls dans ce futur étrange? Une vive altercation éclate entre Naoki et Madame Sora, chacun soupçonnant l'autre de sabotage. Mais leur dispute est interrompue par une pluie soudaine. Les membres du groupe crient de joie et se précipitent sous les gouttes, célébrant cette averse inespérée comme une bénédiction. Cependant, Madame Sora déclare en avoir assez. Elle quitte le camp sans se retourner. Le lendemain, professeur Kanda, un expert en botanique, forme une petite équipe de cueillettes pour déterminer quelles plantes peuvent être consommées sans risque. Mina et Rina sont vus en train de discuter et ramasser des bails lorsque Mina s'effondre soudainement, saisie par des douleurs. Elle a avalé des baies toxiques, semblables à celles comestibles. Heureusement, elle n'en a pas mangé beaucoup et Toru parvient à l'aider à les régurgiter à temps. Non loin, Naoki aperçoit Madame Sora dissimulée derrière un arbre, observant les événements avec insistance. Le matin suivant, les survivants commencent à fabriquer des outils improvisés pour leur défense et leur survie. Ils transforment des boîtes en casseroles, façonnent des couverts à partir de bambou et même des quarts bancaires aiguisés pour servir de couteau. Le soir venu, tout le monde se réunit autour d'un feu de camp pour partager une soupe préparée par les aînés. Mais l'ambiance bascule brusquement lorsqu'un des passagers remarque une plante suspecte dans la soupe.
Kanda l'examine et confirme qu'il s'agit d'une baille non toxique, mais il trouve étrange qu'elle ait fini dans le repas sans raison. Naoki, se souvenant de la présence furtive de Madame Sora, pense qu'elle a tenté d'empoisonner tout le monde mais s'est trompée de plante. Il veut la confronter, mais Toru refuse d'y croire, ce qui crée une nouvelle tension entre les deux hommes. Toru décide alors d'aller chercher Madame Sora par lui-même. Mais les heures passent et il ne revient pas. Inquiète, Mina veut partir à sa recherche, mais Naoki la met en garde contre les dangers d'une expédition seule. Il plaisante en la surnommant la fan de Toru, ce qu'elle nie vivement, bien qu'elle finisse par lui raconter comment elle l'a rencontré lors d'un atelier de prévention incendie dans son école, bien avant qu'il ne la remarque. De son côté, Toru erre dans la forêt, appelant le nom de la vieille dame. Mais le sol cède soudainement sous ses pieds. Il chute dans une crevasse et se blesse à la jambe. Il appelle à l'aide, en vain. Le silence oppressant de cette forêt étrange répond seul à ses cris. Le lendemain matin, Mina décide de partir à la recherche de Toru, toujours porté disparu. Naoki insiste pour l'accompagner. Mais au moment où il se prépare à quitter le camp, Toru réapparaît, boitant. Il explique qu'il n'a pas trouvé Madame Sora, mais qu'il a réussi à récupérer les outils de coiffure de Naoki. Ému, Naoki fond en larmes. Ces ciseaux étaient un cadeau de son frère Tetsuya et représentaient tout pour lui. Les deux autres le consolent avec tendresse, lui promettant qu'ils trouveront bientôt un moyen de rentrer et qu'il pourra revoir Tetsuya. Plus tard, Toru s'adresse au groupe pour partager une nouvelle idée. La terre dans la région où il a passé la nuit était humide, ce qui pourrait indiquer la proximité d'une rivière. Peut-être même qu'il pourrait y pêcher. L'espoir renaît parmi les survivants, et une équipe part immédiatement en exploration. Pendant ce temps, dans le monde réel, les enquêteurs recherchent activement un individu portant une casquette, suspecté d'avoir poignardé quelqu'un dans une station quelques jours plus tôt. Grâce aux caméras de surveillance, ils découvrent que ce mystérieux homme est monté à bord du même train, celui qui a disparu sans laisser de traces. De retour dans la forêt, Toru, Naoki et professeur Kanda s'enfoncent dans les bois en quête du cours d'eau. Ils repèrent bientôt un oiseau, un bon signe. Naoki part un peu en avant pour inspecter, mais Kanda et Toru aperçoivent au loin un homme au look étrange, casquette vissée sur la tête. Un gémissement soudain les alerte, c'est Naoki. Ils accourent pour le trouver grièvement blessé, poignardé. Le coupable a déjà pris la fuite. Le mystère s'épaissit. Qui est cet homme inconnu? Est-il vraiment humain ou autre chose?